Très bien, nous sommes donc de retour ici en studio. Jacques, dans un instant, nous allons au Mali. On va aborder la question de la transition là-bas, ce pays frère que nous aimons. Pas mal de choses à dire. Nous aurons un analyste politique bien connu sur le Mali, justement, au sujet du mouvement de l'imam Dicko, mais aussi du Premier ministre, Choguel Maïga, et pourquoi pas de la gouvernance d'ensemble de cette transition. Déjà, il faut bien dire que Choguel Maïga et puis l'imam Mahmoud Dicko étaient dans la rue sous Ibeka, je crois, en 2020 pour réclamer des changements majeurs dans la gouvernance. Il y avait non seulement la question sécuritaire, mais il y avait aussi une crise sociale profonde qui avait touché le secteur de l'éducation, mais également d'autres secteurs à une certaine proportion. Alors, après le coup d'État, le premier déjà, qui a vu Goïta prendre le pouvoir et puis le redonner à Bandaou, et puis lui il est resté vice-président, on a vu que la manière dont les positions étaient prises par les militaires qui réellement ont pris le pouvoir, ceux qui l'exerçaient, notamment le président de la transition d'alors et puis le premier ministre, ne donnait pas une certaine cohésion. Et on a vu que les relations ont commencé à se détériorer peu à peu. Et évidemment, lorsque le deuxième coup d'État va être perpétré, qui va connaître le départ finalement de Bandaou et de son Premier ministre, et officiellement, on a vu que l'imam Mahmoud Dicko va commencer à prendre ses distances avec les militaires qui devenaient de ce fait les seuls responsables désormais du pays, en mettant au cœur de leur action la lutte contre le terrorisme, avec bien entendu, comme ils aiment le répéter, la triptyque, le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix des partenaires du Mali. J'oublie la troisième de cette triptyque là. Et ce qui va se passer par la suite, c'est qu'on va quand même prendre un premier ministre parmi les protestataires, parmi ceux qui ont aidé à renverser, ou disons qui ont été à l'origine de la crise qui a abouti au renversement du président Ibeka. Ces relations donc sont restées de cette façon jusqu'à la veille de l'adoption de la Constitution, parce que lorsque la Constitution va être rédigée tel que cela a été voulu à l'issue du dialogue, mais dialogue quand même boycotté par une frange de la classe politique, on va voir tout de suite qu'à l'intérieur il y a certaines questions qui vont diviser quelques acteurs majeurs, notamment sur la question de la laïcité, par exemple, puisque j'ai écouté quelques acteurs maliens. Mahmoud Dicko avait une position qui n'était pas acceptable, en tout cas dans le cadre malien, mais sur beaucoup d'autres questions. Et puis on lui prêtait beaucoup d'intentions, par exemple la volonté d'avoir une formation politique et de se faire financer par des groupes qui auraient des accointances avec des groupes armés qui étaient serrés en train d'opérer au Mali pour arriver, n'est-ce pas, à la tête du pays. Ça, c'est ce que le camp, en tout cas ceux qui soutiennent les militaires, disaient. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est aux Maliens d'en juger. Et si on est venu à dissoudre aujourd'hui ce mouvement et qu'on enregistre quand même la colère à l'intérieur du peuple malien, parce que les choses ne sont pas allées directement, donc tout droit, l'appréciation n'est pas allée jusqu'au bout. On peut bien comprendre ce qui se dessine dans ce pays, même si encore une fois, contrairement bien entendu à ce qui se passe par exemple en Guinée, là-bas, c'est déjà dans l'esprit de tout le monde que Goïta il sera candidat, parce que il a donné tous les signaux. D'abord, il n'a pas dit qu'il ne se présenterait pas. Ça n'a jamais figuré dans son discours. Il ne parle pas beaucoup. Et puis le nôtre non plus, ne parle beaucoup. Oui, lui, il ne parle pas beaucoup, mais il a dit quand même qu'il ne se présenterait pas. Et puis, ceux qui l'accompagnent ne se présenteront pas. Donc, vous vous rendez compte, avec la façon dont les actes sont posés, les Maliens, ils sont préparés. Ils sont préparés que peut-être du jour au lendemain, si on devrait avoir des élections, Goïta serait parmi les candidats qui vont compétir. Donc, mais on voit que ce n'est pas
tout à fait, si vous voulez, politiquement, parce que l'observation est d'abord sur ce plan-là. Politiquement, il n'a pas la majorité, parce que si vous prenez, je crois, le MPR de choses, je ne sais pas si c'est comme ça s'appelle, le parti des IBK, il est très ancré. RPM plutôt. RPM, le parti des IBK est très ancré. Le parti de Feu Soumaïla Cissé est aussi très ancré. En effet. C'est donc des grandes formations politiques, à l'image, si vous voulez, bien entendu, du RPG et de l'UFDG en Guinée. Donc, si vous voulez les déclasser, ce n'est pas tout simplement avec des armes que vous le faites. Vous devez poser des actes qui vous permettent d'avoir de l'adhésion. Donc, d'avoir des gens à l'intérieur de ces formations politiques qui renoncent à leur choix de départ pour vous accompagner. Est-ce que Goïta est arrivé à ce niveau aujourd'hui? J'en suis pas sûr, en tout cas pour l'instant. Mais encore une fois, sur le plan sécuritaire, il a bénéficié d'un grand capital de confiance, avec notamment la prise de Kidal, la reprise de Kidal. D'autres observateurs de la vie nationale vous diront que, bon, comme celui qu'on a écouté ici, ah non, c'est pas le fait des militaires, il y a eu beaucoup d'autres contributeurs. Ce qui est sûr, on a repris Kidal, ça c'est ça la réalité, mais on n'est pas encore arrivé au niveau du risque zéro. Du risque zéro, parce qu'on enregistre toujours des attaques et puis des morts aussi dans certaines régions, du nord et du centre. En effet, puisque les attaques, j'ai envie de dire, les terroristes se laissent pas faire non plus. C'est pas un chemin, c'est pas une tarte à couper, ça va pas être une tarte à couper pour eux non plus. Mais on revient à vous, Mohamed Ali, tout à l'heure, avec Bagui Diarra est analyste politique. Avec lui, nous abordons la transition malienne à 4 ans qu'elle a démarré. Monsieur Diarra, bonjour. Adafomédia vous dit merci. Oui, bonjour. Merci de vous prêter à nos questions. Vous êtes dans les grandes gueules d'Espace FM et TV Guinée. Mohamed Ali, avec vous, la toute première question à notre invité. Alors, on a suivi de l'extérieur le dernier développement de l'actualité sur le Mali. Mais avant même de parler politique, on sait que le Mali est confronté à un problème d'électricité. Vous en êtes un spécialiste, hein? Vous êtes un spécialiste en électricité. Comment on peut expliquer cette difficulté? Je fais ce parallèle parce qu'on a le même problème en Guinée ici. Le dessert, la dessert, ça se dégrade au fur et à mesure ici aussi. Dans le cas malien, comment peut-on expliquer cela? Merci de me poser cette question. Dans le cas malien, très rapidement, je pense que nous avons une demande qui croît très rapidement et comme partout ailleurs, avec le développement et la démographie. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu les années passées l'investissement nécessaire pour suivre. Et donc, ça fait que... Allô? Oui, allez-y, vous êtes à l'antenne. Oui, voilà. Donc, ça fait que, en raison de cela, nous tombons dans beaucoup de difficultés au niveau de la production. Et donc, globalement, on a le thermique, donc le diesel que nous ne produisons pas, mais que nous importons totalement et qui aujourd'hui manque beaucoup. Totalement un problème lié au thermique, et parce qu'on n'a pas de carburant qu'il faut pour faire fonctionner en partie les points de production. D'accord. Sur la même question, c'est quoi aujourd'hui la situation, j'ai envie de dire, en termes chiffrés, c'est quoi le besoin, c'est quoi le manque à gagner? Le manque à gagner à ce niveau-là, on peut parler des impacts effectivement économiques de cette crise énergétique. Il n'est pas évalué en chiffres, mais on sait que ça fait de l'ordre donc vraiment des centaines de milliards, parce que quasiment toutes les activités sont perturbées par ça. Si on constate ce qui arrive aujourd'hui, on n'a pas d'électricité pendant plus de 12 heures. En tout cas, dans la plupart effectivement des villes, on ne l'a pas pendant plus de 12 heures. Donc, il est évident que derrière, les impacts socio-économiques sont extrêmement énormes. Encore une fois, même s'ils sont pas évalués en termes de chiffres actuellement.
Très bien. Est-ce qu'on peut amputer cet état de fait à la transition qui dure depuis 4 années et l'autre parallèle que amputer, oui, imputer, ok, amputer, d'accord. Est-ce qu'on peut imputer donc, excusez-moi, cet état de fait à la transition quand on sait que le Mali aujourd'hui est en coalition avec d'autres pays comme le Niger qui souffre également de problèmes d'électricité, mais aussi le Burkina Faso. Est-ce que il y a un projet, hein, c'est la deuxième question, est-ce qu'il y a un projet entre ces trois pays, un problème AES, si on peut dire ça comme ça, d'électrification de ces trois pays? Non, deux choses rapidement. Cela n'est pas la profondeur de la crise n'est pas imputable pour le Mali aux autorités actuelles. Et le problème énergétique actuel, on ne peut pas le dire aussi problème AES, comme si en fait c'est l'alliance qui serait en cause pour vraiment ce problème-là. Mais disons qu'il y a un problème structurel pour ce qui est du Mali, un problème structurel qui est des fonds. J'ai expliqué que vous avez une demande, et comme partout dans tout autre pays, lorsque la population croît et que les besoins de développement croît, avec le changement climatique qui est là, il y a des pics de température, nos moyens de construire nos maisons et puis le transport et tout ça qui sont là vont être fortement dépendants en fait du thermique. Donc nous, on n'en est pas producteurs et on a très peu investi dans l'hydroélectricité, on a très peu investi dans l'énergie solaire que nous avons énormément durant les années passées. Donc ça fait que comme la demande n'attend pas, les gaps vont s'accumuler, ce qui fait que la transition coïncide avec ça. Oui. Mais les autorités de la transition doivent jouer leur partition. Je pense que c'est la précision à ajouter. Elles doivent jouer leur partition, elles sont en train de le faire, ce n'est pas facile. Mais il s'agit de travailler à sortir très rapidement de là parce qu'il y a des solutions. Alors, Monsieur Diarra, vous dites que pour le thermique, vous n'êtes pas producteur. Vous vous approvisionnez à partir de quel pays? Et est-ce que la situation actuelle, et bien entendu avec la crise qui vous oppose, la crise diplomatique, vous n'êtes pas quelque peu affecté, comme on l'a vu au Niger avec le Nigeria? Non, c'est vrai que la crise affecte tout ça parce que j'ai parlé d'un manque d'investissement. Vous voyez, un pays qui est en crise, disons, on va dire 2020, mais notre crise a commencé depuis bien avant 2020. Si vous faites attention, en 2011-2012 déjà, avec la crise sécuritaire, ça commençait à devenir difficile. Et donc, ça fait que les investissements, les ressources qu'on pouvait mobiliser, pour la plupart, allaient dans d'autres priorités, notamment sécuritaires, notamment sociaux. Mais quand on voit derrière que, et dans le même temps, il y a les besoins de développement qui s'accroissent avec la démographie, comme j'ai dit, et les facteurs comme liés notamment à l'hydroélectricité et aussi à la température du fait des changements climatiques. Donc on peut tout de suite comprendre que nous soyons très vite à rattraper. Mais ce que j'ai dit et que je vais reprendre, si on avait une politique de maîtriser notre demande, ça veut dire qu'on allait prendre des dispositions pour que les gens ne construisent pas n'importe comment. On allait prendre des dispositions pour que ce qu'on appelle l'autoproduction, en fait, profiter de l'énergie solaire là où on consomme, c'est-à-dire que donc les points de production, les solutions autonomes et tout ça en hors réseau, on allait intensifier effectivement nos investissements dans ça. Et troisièmement plutôt, on allait aussi faire des économies d'énergie parce que beaucoup ont l'énergie qui coûte cher, mais ne savent pas comment mieux gérer l'énergie parce que toute la chaîne de l'énergie, ça fait beaucoup d'investissements en réalité, autant dans la production que dans le transport, que dans la distribution et la commercialisation. C'est des investissements énormes qui suivent. Donc, tant que vous ne maîtrisez pas votre demande, vous tombez dans ça. Alors, très bien. Je rappelle donc que nous sommes avec Monsieur Bagui Diarra. Il est analyste politique malien. Avec lui, nous abordons la gouvernance de la transition conduite par Assimi Goïta depuis plusieurs années déjà. Jacques. Alors on en vient à la politique. Vous avez adopté la Constitution il y a déjà plus d'une année. Alors qu'on attendait la tenue de la présidentielle, on s'est bien rendu vite compte qu'on ne pouvait pas y aller tout de suite. Comment aujourd'hui, en tant que Malien, vous vivez cette situation? Est-ce qu'il y a la crainte que la crise, ou disons la transition, ne perdure davantage?
ou alors il y a des bonnes perspectives qui se dessinent devant vous? À prime abord, je pense qu'il est important de préciser que il est toujours important qu'une transition, comme son nom le dit, puisse arriver à terme à un moment donné. Donc il faut y travailler à sortir toujours dans une transition le plus tôt possible, parce qu'une transition est par ailleurs déjà un échec. Mais toutefois, je pense qu'il faut faire extrêmement attention dans le cas du Mali, selon mon analyse. Le Mali, et on peut même dire les autres États de l'Alliance, nous sommes dans une situation sécuritaire qui a des ramifications géopolitiques aujourd'hui internationales et géoéconomiques établies. Quand vous êtes dans ça, la priorité revient à avoir une stabilité sociopolitique. C'est-à-dire que parce que des solutions doivent être d'abord endogènes. Ça veut dire que les populations, notamment la crise sécuritaire aujourd'hui, qui a trouvé son ancrage au sein d'une partie de nos populations, il est extrêmement important que, entre nous Maliens, que nous sachions déjà asseoir une certaine stabilité à ce niveau-là. Nous parler, nous comprendre et aller à des réformes qui font que on protège notre unité d'action, on protège notre pays et on avance sur le terrain du développement et de la stabilité pour notre pays. Parce qu'en réalité, une crise de cette nature-là empêche toute perspective de développement et on risque de tomber dans beaucoup d'autres problèmes énergétiques maintenant, mais qui peuvent être plus tard des problèmes liés à l'éducation, à la santé et d'autres choses parce que ça ne serait pas vivable. Donc l'idée, c'est de dire, oui, il faut aller à des élections, mais il faut tenir compte effectivement des causes profondes qui nous ont conduit à tout ça et travailler déjà à assurer en fait cette stabilité sociopolitique-là et à aller à des élections qui soient les plus crédibles, les plus apaisées, mais ça doit se faire avec l'ensemble des forces vives du pays. Ce n'est pas seulement la seule affaire des autorités. C'est l'affaire de l'ensemble donc des forces vives du Mali et les autorités en assurant le leadership doivent créer les meilleures conditions pour que les Maliens entre eux se parlent, s'écoutent et avancent. C'est en cela que l'initiative du dialogue intermalien, elle est salutaire, mais en amont, je ne sais pas si vous avez suivi, le comité chargé de cela a rendu donc les rapports de la mission avec les thèmes de référence et a mis le doigt sur 3 points gages, qui sont des gages de réussite de ce dialogue-là. Et ces 10 points-là sont propres au Mali, sont propres à nos réalités que moi, personnellement, je partage. Et c'est aux autorités d'assurer le leadership pour asseoir cette stabilité afin que les Maliens avancent ensemble. Oui. Okay. Vous dites qu'il faut asseoir cette stabilité. Vous avez dit en même temps que cette situation de dégradation, ces complications ont démarré depuis 2020. Si nous comptons, ça fait 4 ans et ce n'est pas prêt de s'arranger parce que quand on voit l'actualité politique, la scission entre les différents acteurs, à votre avis, comment arriver à cette stabilité justement? Parce que quand nous voyons ce qui s'est passé entre le Mali et la France, est-ce que vous pensez que cette crise extérieure vient mettre la pression sur les autorités actuelles de la transition? Comment peut-on arriver à une stabilité en pareille circonstance? D'abord, préciser un élément rapidement. J'ai dit, si vous faites attention, cette crise que vit le Mali, ça a commencé depuis 2011-2012 déjà avec la suite de la crise en Libye où des terroristes se sont retrouvés en fait sur notre territoire et puis après les sécessionnistes ont pris une certaine force. 2020, nous sommes encore dans la continuité, mais quand je parle de stabilité, j'ai bien précisé stabilité sociopolitique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme nous faisons face à une crise mais vraiment sécuritaire qui a plusieurs ramifications, je l'ai dit, géopolitiques et internationales et géoéconomiques, j'ai dit qu'en ce moment, il faut qu'il y ait cette stabilité entre Maliens parce que les solutions doivent être fondamentalement endogènes. Stabilité sociopolitique voudrait qu'il y ait une classe politique apaisée et qui contribue aux initiatives et aux actions en fait du déroulement de la transition, une société civile qui joue toute sa partition et une autorité qui est en place avec les 3 organes de la transition qui travaillent à l'unité face aux problématiques pour que nous puissions faire des réformes sociopolitiques apaisées. Parce que ce sont ces réformes sociopolitiques apaisées qui vont nous conduire à une réelle stabilité qui nous permet en ce moment d'aller à des élections qui seront crédibles et apaisées. Donc c'est comme cela qu'il faut comprendre. Donc il y a une certaine différence de lecture à faire entre la crise sécuritaire
qui a encore une fois des ramifications, comme j'ai dit, et qui se trouve là être en train d'affecter la stabilité sociopolitique. Alors, M. Diarra, pour sortir de là, il faut vraiment travailler. Alors, si vous faites votre propre évaluation aujourd'hui, à quel niveau êtes-vous dans la mise en œuvre des recommandations du dernier dialogue? Parce que il y avait, si je l'ai bien compris, un délai dans la mise en œuvre des grandes résolutions qui devraient permettre au pays d'aller à une sortie de crise, disons, au retour à l'ordre constitutionnel. Exactement. Et aujourd'hui, si vous faites attention, vous avez parlé vous-même de la Constitution. Combien de fois il a été difficile effectivement d'arriver à cette Constitution. Quelles que soient les difficultés, nous sommes arrivés et la majorité du peuple a accepté les résultats donc de cette Constitution. Après, la loi électorale également a été touchée par cela. Et là où nous sommes en train de parler, il y a également en fait des lois organiques et d'autres dispositions au niveau du CNT et avec d'autres comités, le comité même qui avait travaillé au niveau de la Constitution, qui sont en train de travailler à mettre en place aussi un certain nombre donc, de lois organiques. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que même la charte des partis politiques doit être touchée effectivement par les réformes à venir. La Cour constitutionnelle, dans sa structure, doit être également touchée par ces réformes-là à venir. Oui, je suis d'accord. Le président, en disant que l'année 2024 va être consacrée, si vous voulez, au préalable pour arriver à une élection, n'a pas donné suffisamment de visibilité, que moi-même j'ai critiqué parce que j'ai dit on aurait pu comprendre et savoir du président dans son intervention l'année 2024 quelles sont les réformes majeures qui restent et sur lesquelles on va toucher. Mais je pense qu'il y a une distinction à faire entre les assises nationales et le dialogue intermalien qui, ici, cette fois, fait focus sur la paix et la réconciliation après la reconquête de Kidal, parce que le contexte a totalement changé. Et donc, comme le contexte a changé, des ambitions réelles à pouvoir mettre en avant qui soutiennent notre souveraineté, parce qu'il ne peut pas avoir de souveraineté politique sans souveraineté économique. Donc, il faut travailler à faire le développement, et le travail pour le développement se fait dans une stabilité sociopolitique. Pour revenir à votre question et me résumer, mais oui, les assises nationales nous ont permis d'aller à des réformes qui ne sont pas totalement aujourd'hui mises en place. Le dialogue intermalien, dans un nouveau contexte, doit pouvoir nous aider à compléter le plus rapidement possible les réformes qui restaient au niveau des assises et à consolider notre processus de paix et de réconciliation. Je pense que c'est là qu'il va pour que nous arrivions très rapidement à des élections. Encore une fois, il nous faut arriver à des élections le plus tôt possible, mais on n'y arrive pas comme ça. Il faut travailler d'abord à éviter les causes qui nous ont conduits là pour ne pas retomber dedans. Moi, j'aimerais qu'on parle maintenant du Premier ministre, puisqu'on a vu l'actualité s'est développée autour de lui, avec la révocation par ses pairs de sa responsabilité suprême au niveau du M5 RFP. Il n'est plus le premier responsable et on sait que c'est grâce à ce mouvement de protestation contre le pouvoir d'Ibeka, justement, qu'il est devenu Premier ministre. Il était fort de cela. On sait aussi qu'hier, il a tenté de rencontrer la classe politique qui, presque unanimement, a boycotté cette rencontre. On sait ses difficultés avec le colonel, s'il est toujours colonel, Ablaye Maïga, qui a assuré l'intérim pendant sa convalescence et qui a eu du mal à lui rendre sa place quand il était revenu. Il a dû batailler dur pour y venir. On apprend même que, au cours d'un conseil de cabinet très récemment, celui-ci aurait claqué la porte. Est-ce que le Premier ministre Sogel Kokala Maïga a ses jours comptés à la tête de la primature du Mali? Merci pour cette question. D'abord, je ne peux pas affirmer, selon mon analyse, ou même faire cette hypothèse que les jours du Premier ministre au niveau de la primature sont comptés par en fait les événements que vous avez cités tout à l'heure, et que on a vu effectivement qu'il y a un véritable malaise au sein du M5 RFP. Je pense qu'il faut simplement déplorer ce qui est en train d'arriver au M5 RFP en son sein, en tant que pas de force politique fondamentalement, mais en fait c'est une union, si vous voulez, d'une panoplie effectivement
donc d'associations et d'acteurs forces vives de la nation. Donc c'est un mouvement hétéroclite qui a porté tout ce que vous savez, nous faisons économie de ça ici. Mais encore une fois, au regard des enjeux que j'ai cités dans mes précédentes interventions, on peut comprendre ici que je sois amené à regretter en fait que le M5 RFP en leur sein ne prennent pas conscience de ces enjeux qui sont réels. Parce qu'on n'apprend pas ça à quelqu'un qui a tenu un tel mouvement. Ça, c'est un élément à préciser. Monsieur Diarra, si vous permettez, dans le fond, que reproche-t-on au M5? S'il vous plaît, la question c'est, que reproche-t-on finalement au M5? Ça c'est une première question. Et il y a quelle chance de parvenir à une élection sereine, une élection apaisée, acceptée de tous, lorsque certains acteurs majeurs, comme ce mouvement-là, se retrouvent dissous? Le mouvement que je cherche, il n'est pas dissous. Le mouvement que je cherche, il n'est pas dit qu'il y a un autre qui lui reproche quelque chose. Ce que je sais, c'est qu'au sein de ce mouvement, il s'agit d'une distinction, mais vraiment très vive, pour ne même pas dire qu'ils sont en train d'aller à une dislocation. Mais interne, il y a une implosion, en tout cas, on peut dire en marche, même si on entend les responsables de ce mouvement dire que le M5 RFP est plutôt un esprit, mais l'esprit doit être porté par un corps. Le corps qui porte l'esprit M5 RFP aujourd'hui, il est malade en son sein et il est en train d'aller à l'implosion. Mais maintenant, les conséquences de cela, sur en fait la stabilité sociopolitique. Monsieur Diarra, c'est pas ce qu'on a vu. On a vu quand même Maître Muntagatal, qui est aussi un pion majeur de M5 RFP et d'autres partis politiques, se mettre ensemble et parler d'une même voix. S'il y a quelqu'un qui se trouve pas, qui n'est pas aimé aujourd'hui au niveau des M5, c'est bien le Premier ministre Shogel Kokala. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'est plus soutenu par ses compères politiques parce que ces politiques-là n'ont plus de visibilité sur la date des élections de Goïta. D'ailleurs, on lui reprocherait de ne pas vouloir quitter le pouvoir, et c'est que les autres qui ne sont pas Premier ministre, effectivement, ne veulent pas entendre. Ils veulent aller à une élection, et il se trouve que Shogel est Premier ministre d'un régime qui ne veut pas quitter le pouvoir, et donc le clash est arrivé. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas Shogel qui risque plus de perdre sa place que le M5 de perdre son influence? Je ne suis pas sûr que cela soit comme vous dites. Je vais vous dire de faire attention. Moi, je pense qu'il y a une double lecture. Il y a une lecture politique, ce que j'étais en train de faire tout à l'heure, mais il y a aussi une lecture politique, politicienne, et en partie que vous avez donnée tout à l'heure. C'est ce qui veut dire que, par exemple, il y a Maître Muntagatal, que je connais bien, qui est quelqu'un de très respectueux et tout ça, en tout cas pour moi. Mais en réalité, cette crise, je l'ai dit, je ne peux pas dire que c'est le reste du M5 RFP qui, aujourd'hui, ne veut pas du Premier ministre, parce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a d'autres qui sont aussi avec le Premier ministre. Il y a d'autres structures membres du M5 RFP qui sont avec le Premier ministre. Mais il y a des figures importantes comme Muntagatal qui aujourd'hui se dissocient du Premier ministre. Mais donc, je suis en train de faire la lecture politique qui concerne le M5 RFP en tant qu'entité pour contribuer à la stabilité sociopolitique dont notre pays a besoin pour aller de l'avant. Mais les guéguerres à l'intérieur là-bas, souvent pour des transfrontières, souvent pour des questions d'ego, souvent pour des questions de perspective et tout ça, parce qu'on est en train d'arriver à une période préélectorale, il faut se positionner, il faut faire ceci, il faut faire cela. Pour moi, ça, c'est une lecture politique, politicienne, qui donne naturellement lieu à des situations comme ça, mais qu'on peut toujours rattraper si on fait une lecture politique pour asseoir effectivement l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est de sauver notre pays. Et pour sauver notre pays, les forces politiques doivent effectivement avoir une vision d'aller contribuer à une action de transition pour que cette transition arrive à terme avec des élections acceptées et que les candidats crédibles de la classe politique, pour qu'ils soient politiques, soient effectivement à la tête du pays et que nous travaillons à faire développer notre pays. C'est ça la lecture politique que j'ai. Et c'est pour cela que je dis que c'est regrettable ce qui arrive au M5 RFP, parce que les M5 RFP, ces leaders qui sont éminemment politiques, devraient prendre conscience de cette lecture-là. Mais s'ils ne le font pas, on va avancer. Juste pour terminer sur ce point-là, regardez le Premier ministre aujourd'hui. Tout ce qui est en train d'arriver qu'on dit du Premier ministre, c'est pas n'importe qui acceptait, même si c'est le M5 qui s'est donné, de prendre en fait toute la charge à un moment donné de la transition avant qu'on arrive à Kidal.
On n'oublie pas qu'il y a eu énormément d'étapes. On n'oublie pas que ce n'est pas un seul actif. Mais ce qu'on n'oublie pas, c'est aussi que le M5 dans son unité d'action, aux côtés effectivement des autorités militaires, qui auraient permis cela. Et pourquoi changer ce terme? Pourquoi le fond de la crise au sein de M5 n'est pas donné? Moi, je ne connais pas le fond de la crise aujourd'hui. Je sais que ce qui concerne le Mali n'est pas mis sur la table. Les 17 mesures et les 10 recommandations effectivement du M5, on n'a pas vu que c'est cela qui est mis en avant pour dire que c'est ici, c'est cela. C'est des questions d'ego, des questions de gouvernance entre personnes au sein d'une structure. Je pense que les M5, ces leaders, doivent se ressaisir très rapidement pour sortir de là. Sinon, c'est officiellement on met fin au M5RP. Justement, vous me tendez la perche. Pour contribuer à la transition. Justement, on a vu des mouvements comme le CEMAS d'Imam Dicko, qui se réclame d'Imam Dicko, qui a été dissous quand même. On parle aussi de possiblement la dissolution du parti de Mariko, le parti Sadi. Et là, vous venez de parler une possibilité qu'il y ait une dissolution de M5RFP et peut-être d'autres partis politiques. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui dans une logique de dissolution des partis opposés justement à la transition, qui ont un discours différent de la transition? D'ailleurs, revenez-nous sur les raisons de la dissolution du mouvement qui se réclame d'Imam Dicko, le CEMAS. Non, c'est sur le point de la dissolution des associations et des partis politiques. Je pense que s'il y a un point sur lequel rapidement aussi les autorités doivent agir, c'est sur cela. C'est-à-dire que si nous devons aller vers une stabilité sociopolitique, j'ai dit que les gens doivent se parler, mais aussi ils doivent avoir certainement la rigueur de la loi. Mais il y a une façon de faire la rigueur de la loi, en tout cas qui va dans le sens d'une inclusivité qui permet en fait à chaque parti de faire de la rigueur de la loi, en fait un support pour aller de l'avant et se corriger. Ce que je veux dire là, c'est que je ne pense pas que la dissolution régulière qui se fait comme ça, des associations ou des mouvements, lorsque en fait ceux qui disent ou ceux qui font très souvent ne sont pas conjugués avec les autorités, avec les visions et les approches des autorités, qu'il faille aller à la dissolution. Je pense qu'il faut faire attention à ce niveau-là et aller de l'avant, faire en sorte que on puisse effectivement contribuer à cette stabilité. Pour ce qui est du M5RFP, je n'ai pas entendu que pour l'instant, c'est sûr, il y a eu des discussions par rapport à son récépissé, mais je n'ai pas entendu qu'il y ait eu une dissolution formelle du M5RFP. Jusqu'à cet instant où je vous parle. Non, on ne parle pas de dissolution de M5RFP. On dit que possiblement ça peut être dissous, parce que récemment, on a vu des mouvements et des associations politiques qui ont été dissoutes. Est-ce que vous pouvez revenir un tout petit peu sur pourquoi on a dissous le CEMAS? Est-ce que c'est à cause d'Imam Dicko? Non, je ne peux pas dire que c'est à cause de l'imam Dicko, même si on a dit que lui qui est le parrain, il est jugé qu'il s'adonne à des activités subversives. Ça, c'est dit effectivement dans les raisons avancées. Et donc, on peut dire qu'en partie, oui, cela est dedans, mais en amont, il est cité déjà le coordinateur de ces mouvements-là, donc en fait, de la CEMAS, c'est que la CEMAS, qui est un grand mouvement, disons-le, c'est une réalité, qui est un grand mouvement, mais que ce grand mouvement-là, son coordonnateur actuellement, s'est adonné à certains actes qui ont été révélés effectivement dans le communiqué du gouvernement, mais en faisant le lien aussi avec donc son parrain qui est Mahmoud Dicko. Tout cela, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Une possible dissolution du M5RP, je ne souhaite pas l'envisager. Les autres dissolutions, j'ose espérer qu'on va trouver rapidement une autre alternative, mais pour que les Maliens nous puissions nous parler conformément aux 10 points gages de réussite du dialogue intermalien donné par le comité, il faut que ces dissolutions systématiques, on trouve des alternatives qui contribuent à la stabilité. Je tiens à ça. Donc les dissolutions, à mon avis, ne sont pas forcément la meilleure approche aujourd'hui. Je ne dis pas que la force ne doit pas rester à la rigueur de la loi, mais il faut y travailler à asseoir cette stabilité. D'accord. Alors, peut-être une dernière question, c'est de savoir, aujourd'hui, le Mali, depuis quelques mois quand même, est sorti de sa suspension, parce que il est sorti carrément de la CEDEAO, et s'est mis avec les deux autres pays, le Burkina Faso et puis le Niger, pour former l'AES. Quelle est la perception de la population malienne de cette situation? Mais je pense que sans être au Mali, au Niger
continent, on peut comprendre naturellement en tant que simple observateur que ces trois régimes-là tiennent aujourd'hui à leur légitimité populaire en réalité. Parce que ça veut dire que cette question de l'alliance, que moi personnellement je considère prioritairement comme stratégique, contribuant à être une question de survie pour ces trois pays-là. Parce que vous vous imaginez, si ces trois pays qui sont confrontés à la même nébuleuse, sur quasiment un même espace géographique, n'ont pas une synergie d'action, c'est-à-dire que la situation allait se métastaser et on n'allait pas pouvoir avancer à vaincre ce terrorisme qui allait donner corps à d'autres choses. Donc c'est déjà stratégiquement quelque chose de très bien que ces trois États-là se retrouvent ensemble et aujourd'hui pour préserver leur survie. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a la question du développement et de l'économie que j'ai dit qui tient toujours. Et de ce point de vue-là, faire de l'alliance, même si vous ne l'avez pas encore dit, un espace économique à l'image donc de la CEDEAO, je pense qu'il y a un temps énorme à faire derrière. Mais sur le plan sécuritaire, je suis d'accord que dans le contexte géopolitique et économique qui entoure cette crise pour ces trois États-là, c'est quelque chose de très bien que de se mettre ensemble. Mais il faut faire attention pour ne pas effectivement prendre parti, et donc, si vous voulez, de cette situation géopolitique internationale dans laquelle nous nous sommes retrouvés des forces, parce que nos populations sont intégrées avec celles des autres États de la CEDEAO. Donc, ce que je veux dire sur ce point, l'alliance est une très bonne chose d'un point de vue stratégique et sécuritaire, si vous voulez, dans ce contexte géopolitique international et géoéconomique. Mais il faut aller déjà aussi à apaiser les approches de l'alliance pour que tout ce qui peut être fait pour que nos peuples-là, leur intégration demeure une réalité. Parce que c'est en cela que nous aurons la stabilité pour notre continent, pas notre continent, mais notre région. Mais pour notre développement, c'est fondamental que nous puissions apaiser cette région de la CEDEAO. Très bien, en sortant de la CEDEAO, on parlait, enfin, c'est un débat qui a été largement évoqué et même commenté. C'était de sortir de la zone franc pour les pays donc désormais de l'AES. Est-ce que c'est un débat en cours aujourd'hui, aller tendre vers une monnaie commune au sein des États de l'AES? Est-ce que c'est un débat qui a commencé? Est-ce qu'il est pensé, il est entretenu au sommet de ces États? Mon analyse là-dessus, ce n'est pas sous le sceau des possibilités. Tout peut être possible de créer une monnaie, faire ceci techniquement et tout ça. Ce n'est pas là le point, à mon avis. Pour moi, ce qui compte, c'est qu'on fait face à plusieurs enjeux aujourd'hui. Et le développement n'est pas un processus qui se fait en un tout ou rien. Ce n'est pas ça. Le développement se construit le long du temps, mais avec effectivement une inclusivité des parties prenantes et dans un environnement mais vraiment apaisé. Donc nous avons beaucoup d'enjeux aujourd'hui face à nous. Dire qu'on va ajouter la situation de la monnaie dedans, n'étant pas spécialiste. Et si vous avez fait attention, même lorsque je parle de l'alliance en tant qu'instrument que je trouve très stratégique et pour la question de survie des trois États, vous me voyez derrière annoncer des éléments liés à l'économie, à la stabilité et à l'intégration. C'est-à-dire que moi je pense que si l'AES peut rester dans la collaboration ou même au sein de la CEDEAO, à réformer davantage la CEDEAO. Parce que jusque-là, la CEDEAO n'a pas montré des décisions allant dans le sens de réformer en interne sa gouvernance, mais c'est plutôt de communiquer des intentions. Je souhaite et j'espère que lorsque la CEDEAO va pouvoir aller effectivement dans des réformes substantielles, que cela puisse aider à infléchir un peu sur la décision encore dite irrévocable par les autorités de ces trois pays-là, mais dans la gestion d'un pays, c'est l'intérêt des populations qui passe en avant. J'ose espérer que lorsque la CEDEAO fera meilleure offre dans le sens effectivement des réformes, que l'Alliance peut s'intégrer de manière à aller avec la CEDEAO. Très bien, très bien. Vraiment qu'il y ait cette intégration et ce développement-là. Ça, je comprends votre réserve par rapport à accumuler les défis devant ces États qui se réunissent. Mais vu que tous ces trois États sont très à cheval sur la question de leur indépendance, de leur honneur, de leur dignité,
est-ce que la création d'une monnaie commune n'est pas désormais une obligation? Est-ce que ce n'est pas un chemin par lequel il faudra passer absolument et très vite? Non, pour moi, mon analyse n'est pas de dire qu'ils sont ensemble et qu'aujourd'hui, ils veulent à toute souveraineté et leur indépendance. Il faut aller tout de suite à une monnaie. Vous savez qu'il y a d'autres initiatives qui concernent la CEDEAO. Il n'est pas exclu aujourd'hui juge qu'on peut aller à une monnaie commune. Elles peuvent y travailler et aller à cette monnaie commune. Mais j'ai dit, il s'agit des pays. Les hommes passent, mais le pays reste. Donc, il s'agit de dire, est-ce qu'on conjugue ça sur le long terme? N'étant pas spécialiste, encore une fois, j'ai dit, mais j'ai des réserves au moins dessus, sur tout de suite aller déjà à créer une monnaie. D'autant plus que même le Mali, nous sommes en train d'aller lever des emprunts obligataires maintenant, nous sommes en train d'aller chercher des fonds. Et donc, au niveau de l'UEMOA, je ne suis pas certain qu'une monnaie commune soit tout de suite. Mais ça peut se faire. Je ne suis pas dans l'agenda des autorités. Mais pour moi, les deux ne sont pas liés. Protéger son indépendance, protéger sa souveraineté et avoir forcément une monnaie, en tout cas dans une situation comme ça, ce n'est pas lié. Je suis d'accord que la monnaie est un élément fondamental de la souveraineté. Je suis d'accord avec ça. Mais dans ce contexte actuel, où il y a beaucoup de dimensions à la crise pour les trois pays, arriver à ça tout de suite, peut-être que mes éléments d'analyse ne me permettent pas de le confirmer comme étant la bonne approche. Très bien. Monsieur Bagui Diarra, analyste politique malien, nous vous avons entendu, nous avons écouté avec beaucoup de bonheur. Merci d'avoir accepté de prendre la parole sur nos antennes ce matin. À moi de vous remercier. Très bien, très bien. Et à très bientôt et très très bonne chance. Bon vent au Mali. On va donc aller à ce dernier bout de cette émission, le mur du jour. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Le mur du jour avec Aïssatou Sané. Nos auditeurs ont dit qui était le mur. Aïssatou Sané, bonjour une troisième fois quoi. Rebonjour Tamba, que des murs ex aequo, on va le dire comme ça. Dame Hierro et Mohamed Ali ont pris un mur chacun et puis Tamba et Mara ont pris 2 murs chacun. Ah ben voilà. J'évolue. Au moins ça équilibre. Voilà, merci d'avoir été avec nous. C'est le premier à avoir 2 murs, donc c'est pas le mur du jour. Il y a pas de problème. Elle a dit Tamba et Mara, donc tu es le premier en fait. Et Mara est le deuxième. En tout cas, j'avais envie d'évoluer, donc j'ai évolué, ça marche. Merci Mohamed Ali, merci à chacun de vous pour cela et très bon début de Ramadan à nos frères, à nos sœurs musulmans de Guinée. Très bon courage. Il faut boire de l'eau quand c'est possible, sous le soleil, ça y va de la santé. Très bien. Merci à la régie également, l'homme de nuit, Alassane, Alassane Diallo nous a aidé justement à permettre que nos images vous parviennent. Malgré le brouillage, on vous laisse en compagnie de nos programmes et comme vous le savez, les meilleurs, c'est ici.